Eh bien, bonjour à toutes, bonjour mesdames, merci d'être avec nous sur ce nouveau webinaire proposé par l'association Rose Up. Si vous êtes ici avec nous, c'est que vous êtes adhérente à l'association. Donc, merci beaucoup mesdames d'avoir adhéré et de nous permettre de continuer toutes nos actions d'accompagnement, d'information et de défense des droits. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte, je suis votre chargée d'accompagnement sur ma maison Rose Up. Donc, je suis là pour vous accompagner au mieux. N'hésitez surtout pas à me solliciter par mail ou par téléphone. Je suis disponible pour vous. Aujourd'hui, nous sommes avec Marilyn Renard, avec qui on va discuter emploi et après cancer. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet discussion et l'onglet questions-réponses pour lui poser toutes vos questions. C'est ce qui rendra le webinaire interactif et qui pourra vous aider au mieux. Je vous laisse la parole, Marilyn, et moi, je vais vous remonter les questions qui apparaissent dans l'onglet discussion. Ça vous va? Oui, ça me va parfaitement. Donc bonjour, bonjour à toutes. Donc je suis Marilyn Renard, je suis psychologue du travail et des organisations et j'accompagne maintenant depuis 8 ans des groupes, c'est sous des formats collectifs, des femmes qui ont traversé cette épreuve du cancer et qui ont traverser également le parcours de soins et qui, à la fin de ce parcours, réenvisage avec plus ou moins de sérénité cette question de la reprise professionnelle. Donc, nous avons 1 heure pour échanger. Ce que l'on vous propose, peut-être que vous avez d'ores et déjà des questions, parce que l'idée, ça serait quand même, c'est pas que je vous fasse un cours théorique sur cette question. Ça va pas me poser problème hein, de tenir 1 heure, mais l'idée, c'est pas ça. C'est surtout que je puisse répondre au mieux, que l'on puisse répondre au mieux à vos interrogations. Donc, s'il y a des personnes qui ont déjà des questions, je vous invite à les poser directement et puis on va prendre comme ça les unes après les autres parce que vous verrez que souvent les niveaux de questionnement que vous avez sur cette problématique, elles se recoupent. Donc, voilà. Est-ce que donc vous avez des peurs, des doutes, des questionnements? Si oui, quels sont-ils? Je vous laisse le temps d'écrire et puis je relais dès que je vois apparaître. Pour ne pas laisser comme ça de temps suspendu, en principe, le regard des autres. Le regard des autres. Cela signifie que vous seriez en mesure, vous évaluez votre capacité à reprendre comme au rendez-vous, mais le regard des collègues, des pairs, PAIRS, vous ferez peur, c'est ça? C'est ce que je crois comprendre. Et puis, il y a ces lignes qui rajoutent par-dessus aussi. Aux yeux des collègues, le cancer rend un peu les gens bêtes. Donc, D'accord, d'accord. Alors on est tous animés par des croyances. bon. Celle-ci en est une. La définition de la croyance, c'est justement qu'elle n'est pas forcément fondée sur une réalité. Alors celle-ci, le cancer rendrait bête. Je ne sais pas où elle prend sa source, mais elle est quand même assez surprenante. Euh, Mm. alors bête, je vais reformuler les choses. Après vos soins, il n'est pas rare, il est même très 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 fréquent que vous ayez je dirais deux niveaux résiduels qu'il convient de considérer très très sérieusement avant d'envisager la reprise professionnelle. Ce sont des repères que je donne, moi, aux dames que je suis en collectif. À chaque fois, je vais évaluer auprès d'elles quel est leur niveau de fatigue. Puisque vous savez que la fatigabilité fait partie des symptômes réactionnels après un traitement.
Donc, il est très, très important, avant de penser votre reprise, d'auto-évaluer sur une échelle de 1 à 10 où vous vous situez en termes de fatigue. Car reprendre trop tôt, avec un niveau de fatigue trop élevé, mène, enfin, à de grandes chances de mener à un nouvel arrêt. Et moi, ce que je peux repérer, c'est que si ça se passe comme ça, c'est souvent accompagné d'un effondrement anxio-dépressif, comme l'on dit les psys, effondrement anxio-dépressif qui met un sacré coup à votre morale, qui vient augmenter le sentiment de fatigue, hein, comme la composante anxieuse et ou dépressive. Et là, on commence à s'inscrire dans des cercles vicieux dont vous n'avez absolument pas besoin. Donc, cette évaluation, hein, de votre niveau de fatigue, elle est très importante avant de se dire je suis en mesure de reprendre. Il y a ça, et pour faire le lien avec le cancer rendrait bête, je pense, enfin moi en tout cas, j'essaye de comprendre ce qu'il pourrait y avoir derrière, et je pense qu'on parle des troubles cognitifs. Suite à vos traitements, il n'est pas rare d'avoir des troubles cognitifs plus ou moins importants. Donc, vous Mm. avez là aussi, et je pense que RoseUp a pu vous transmettre cette information, vous avez des ateliers de reconsolidation cognitive qui sont très, très intéressants, très bien faits, où il ne s'agit pas de performer au niveau cognitif, mais il s'agit de se dire, tiens, je vais aller voir. On va me proposer, oui, oui, je vois la référence à l'hormono. On va vous Mhm. proposer en fait des exercices qui permettent d'évaluer où vous en êtes. Voilà, on cogite, Et oui, cogite. absolument, pour voir où vous en êtes. Et vous verrez que ensuite, au fur et à mesure des ateliers, eh bien, vos capacités cognitives récupèrent et se consolident. Et ensuite, donc ça aussi, ça facilite souvent la reprise professionnelle, où on ne va pas vous dire, mais enfin, déjà, avant qu'on vous dise, c'est vous-même. Parce que moi, c'est Mhm. pareil. La fatigabilité et les troubles cognitifs, ce sont deux facteurs que je vais systématiquement évaluer chez les femmes pour voir où elles en sont et pour voir si la reprise est faisable. Il y a Ouais. parmi une de vous qui dit pas facile d'évaluer la fatigabilité avec l'hormono. Je suis Ouais. d'accord avec vous. L'hormono, l'immuno, même la fin des traitements et le post-traitement font très souvent apparaître un niveau de fatigue. Donc effectivement, hormono-immuno, ça vient rajouter une fatigue à une fatigue qui est déjà là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur une échelle de 1 à 10, quand on vous dit où situez-vous votre niveau de fatigue aujourd'hui, enfin aujourd'hui, c'est là en faisant une moyenne sur le dernier mois par exemple, pour reprendre, vous ne pouvez pas être au-dessus de 5. Voyez, 5 sur 10. C'est une fatigue moyenne. Mais j'ai beaucoup de femmes qui me disent être à 7 ou plus de 7. Là, on n'est pas encore en mesure de reprendre avec un tel oui, fatigue associée aux troubles du sommeil. Bien sûr, c'est une fatigue qui vient se creuser lorsqu'on a des troubles du sommeil, comme les difficultés d'endormissement ou les réveils nocturnes, souvent sous les coups de 3-4 heures du matin. Ce qui signifie, 3-4 heures du matin, que votre seuil d'anxiété est plus important qu'à l'habitude. Ce qui signifie donc aussi qu'il y a des sources de préoccupation, des sujets, des thématiques préoccupantes et anxiogènes qu'il convient de considérer très sérieusement en suivi psy. Mhm. J'ai repris il y a 1 an, elle vous dit, Oui, c'est ça. Paola.
Oui, D'accord? Paola a dit qu'elle est très fatiguée, trouble cognitif. Elle a repris en un an à 40%, mais c'est difficile. Et Eh là, oui. comme on parlait de fatigue, j'avais aussi un petit mot de Véronique qui disait qu'elle, elle était indépendante et Eh oui. elle a un rythme à 150%, qu'elle elle peut pas faire autrement. Et si elle travaille pas, elle a pas de rémunération. Donc, est-ce qu'elle elle demande des conseils pour reprendre dans ces cas de figure aussi? Alors, quand on est indépendant, alors évidemment, à la reprise, ça c'est important, c'est Paola qui le pose, mais c'est fondamental. La reprise, elle ne s'envisage jamais à 100%. Mm, mm, Oui, quand on est salarié et qu'on a la possibilité, quand on a la possibilité de bénéficier d'un temps partiel thérapeutique, la meilleure mm. façon de remettre le pied à l'étrier, hein, vous l'avez entendu, c'est lorsqu'on a une fatigue à 5, lorsqu'on a quasiment, enfin pas trop de troubles cognitifs, et que l'on peut envisager une reprise à temps partiel thérapeutique, le 40% étant au début le premier palier le plus adapté. Donc, vous comprenez bien, les indépendants, je suis comme vous, je suis indépendante, il est important, quand on est indépendant, de souscrire une prévoyance, des assurances qui permettent, alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien joli, mais moi je ne l'ai pas fait, alors j'en sais rien si vous l'avez fait ou pas, mais en cas effectivement de graves maladies comme le cancer, pouvoir maintenir un niveau de salaire et ensuite pouvoir reprendre à un rythme par palier, car si vous n'avez pas pensé à cela en amont, et je sais que c'est pas simple hein, d'anticiper forcément ces choses-là, eh bien oui, la reprise va être compliquée. J'aimerais bien que cette dame qui dit qu'elle est à 150% en reprise pro nous dise peut-être dans quel secteur elle est et puis comment ça se passe pour elle, là. Elle est manager de transition et lorsqu'elle démarre une nouvelle mission, en fait, le client attend d'elle qu'elle soit efficace tout de suite avec un rythme donc à 150%. Et donc, au bout de 3 semaines, elle est KO. Et comment elle fait? Elle n'a pas encore repris. Ah, vous n'avez pas encore repris, pardon. D'accord. Excusez-moi, Véronique. Donc, dans ces conditions qui se présentent à elle habituellement, comment reprendre, en fait? C'est ça. Comment reprendre? Il me semble très compliqué de reprendre à 100%. Ouais. Là, c'est une situation très particulière. Il conviendrait de l'analyser quasiment Mm. individuellement pour Ouais. poser les caractéristiques dans lesquelles vous vous trouvez, revoir la nature de votre activité, quelle est votre formation initiale, est-ce que vous pouvez envisager, enfin bon, vous voyez, ça pourrait peut-être même intéressant enfin, d'être pertinent avant de reprendre, d'aller consulter un conseiller en évolution professionnelle ou de vous mettre en lien avec une assistante sociale de la CPAM pour poser votre situation et voir si un accompagnement, un nouvel aménagement pourrait être envisagé. Sur le même thème, en fait, Julie, elle nous disait aussi qu'elle était freelance et qu'elle sentait bien qu'elle était fatiguée avec l'hormono, qu'elle aimerait se réorienter. Donc, on parle un petit peu de ça, sauf qu'en fait, elle n'arrive pas à poser les choses et à savoir ce dont elle est capable. Donc, peut-être aussi l'évolution professionnelle dont vous parliez, ça pourrait être intéressant pour elle. Oui, un conseiller en évolution professionnelle, un responsable qui peut vous accompagner sur un bilan de compétences. Vous avez différents formats aussi pour le bilan de compétences. Donc, vous pouvez choisir un bilan de compétences classique, c'est-à-dire 24 heures qui va s'étaler sur 3 mois. Ou vous pouvez choisir une autre option, c'est le bilan de compétences sur 12 heures, qui correspond peut-être mieux à cette situation. Et alors, pour financer ce bilan de compétences,
soit vous avez un compte personnel de formation. Quand on est indépendant, on a aussi des droits ouverts à la formation. Donc, il faut regarder où vous en êtes sur ce compte personnel de formation pour voir si vous pouvez vous financer par ce compte personnel de formation un bilan, ou si vous pouvez, la CPAM parfois peut aussi financer partiellement ou totalement ces dispositifs de transition professionnelle. Et une autre chose à laquelle il faut absolument que vous pensiez, c'est la reconnaissance qualité travailleur handicapé. En France, nous nommons pas très bien les choses. Donc, c'est sûr que RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé, vous pouvez vous dire, moi, ça va aller. Les stigmates sociaux, j'en ai suffisamment. Donc, je vais m'abstenir. Ça serait dommage de penser les choses ainsi. Je vous explique pourquoi. La RQTH, c'est une reconnaissance donc que vous obtenez auprès d'une institution qui s'appelle la MDPH. Vous pouvez aller sur le site si ça vous intéresse de la MDPH et télécharger, imprimer votre dossier de demande RQTH pour ensuite le remplir avec votre médecin traitant. C'est en principe le médecin traitant. Vous pouvez le faire compléter par des spécialistes, oncologues ou autres, si nécessaire, en fonction de la symptomatologie que vous avez aujourd'hui. Le handicap, c'est pas le handicap ne concerne pas que ce qui est visible. Après un cancer, moi, c'est quelque chose que je conseille quasi systématiquement aux personnes qui, en fait, euh, montent ce dossier et obtiennent la RQTH. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait. Si moi, je demande une RQTH, on va me dire, renard, dehors. Voilà. Donc, quand on obtient la RQTH, c'est qu'il y a, et les médecins le savent, suite au traitement cancer, la fatigabilité, les troubles cognitifs, les douleurs articulaires plus ou moins périphériques, les troubles du sommeil qui sont en lien avec qui débouchent sur une fatigue et sur l'accentuation des difficultés cognitives, sont considérés et relèvent du handicap. Alors, c'est un handicap invisible. Quand on pense handicap, on voit de suite handicap moteur visible. Comment le mot me manque. Moi aussi, j'ai des troubles cognitifs. Être dans un fauteuil roulant. Enfin, vous voyez, c'est ça. Bon, on a des représentations très caricaturales du handicap. Mais vous, après le parcours que vous venez d'effectuer, oui, c'est ça, vous êtes tout à fait légitime pour demander cette RQTH. Elle vous apporte quoi au-delà de travailleurs handicapés? Elle vous apporte le statut de salarié protégé. Elle permet, elle permet aux médecins du travail de dire, elle peut reprendre le travail, mais elle va pouvoir le reprendre qu'à temps partiel, à 40%, à 50%, jamais plus au départ. Il va lui falloir un aménagement de poste, un aménagement d'horaire. Il va lui falloir ça. Alors, ça peut être un aménagement physique de l'espace de travail, mais ça peut être aussi une adaptation en termes de contenu du travail. Alors que madame faisait ça. Aujourd'hui, elle ne va pas pouvoir faire ce type de tâches. Elle pourra les faire, mais plus tard. Et aujourd'hui, nous allons nous centrer donc plutôt sur des tâches de cette nature-là. Bon, voilà. Ça permet aux médecins du travail d'ajuster finement votre reprise en pensant l'adéquation aptitude médicale et exigence du poste. Donc, c'est pas rien du tout. Et vous obtenez en plus le statut de salarié protégé. L'employeur ne peut pas faire n'importe quoi avec vous. L'employeur a aussi un autre avantage, c'est qu'il, en déclarant le fait que vous avez un statut de travailleur handicapé, il bénéficie d'aides, de subventions
Donc, ça aide tout le monde au final. Mm. Ne sous-estimez pas cela. Et donc, pourquoi je pense à la RQTH? Parce que les indépendants disaient, mais pour des qui nous pouvons interpeller pour avoir ces conseils, si indépendant ou pas indépendant, vous avez droit à ce statut de travailleur handicapé. Et ensuite, avec la MDPH, vous avez des possibilités de financement pour formation. Le bilan de compétences rentre là-dedans, qui sont beaucoup plus faciles à obtenir quand vous avez la RQTH. Et ce dossier de RQTH, ça se prépare avec le médecin traitant? Il y a un questionnaire, une évaluation, comment ça Oui, se c'est ça, passe? c'est ça. En fait, vous allez sur le site de la MDPH, vous regardez demande de reconnaissance qualité travailleur handicapé. C'est un dossier complet. Vous le téléchargez et vous regardez les différentes parties. Il y a des parties qui sont à remplir par vous-même et d'autres qui vont être remplies par le médecin traitant ou l'oncologue. Ça peut être un spécialiste ou en fonction de la problématique, ou le médecin traitant. Souvent, les oncologues, c'est pas que les médecins généralistes ont rien à faire, mais les oncologues ne s'embarrassent pas trop de cette dimension administrative parce que certainement qu'ils ont d'autres choses à faire et qu'ils considèrent que ça n'est pas une priorité et donc du coup, ça glisse sur le médecin traitant. Il peut Ouais. y avoir aussi le médecin du travail qui peut également, si vous le connaissez, enfin, ça peut être aussi le kiné qui glisse une attestation, ça peut être le psychologue si vous êtes en suivi, ou le psychiatre, j'ai vu apparaître, j'ai Oui, vu passer psychiatre. Bon, voilà, tout médecin qui va être capable d'apporter des informations aux médecins de la MDPH qui vont statuer sur votre cas sera important. d'accord. J'avais une question assez intéressante un peu plus haut de Rachel qui nous demandait si on reprend en temps partiel thérapeutique, mais que c'est quand même compliqué avec la fatigue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut revenir en arrière et être remis en congé longue durée? Ben oui, bon, l'idée, si vous voulez, c'est de ne pas faire ces va-et-vient. Moi, Ouais, vraiment, je vous conseille d'être très à l'écoute des messages envoyés par le corps. Ce n'est pas votre cerveau, votre esprit, le mental qui décide. Ça, il faut vraiment que vous l'intégriez, cette dimension. Le chef d'orchestre, c'est le corps. Je vous donne un exemple issu de méta-analyse. Donc, c'est pas moi mon avis. Je me permets pas de donner mes avis. Je donne je vous dis des choses qui sont appuyées, hein, validées scientifiquement. Quand vous avez une information qui descend de votre cerveau au corps, vous en avez 9 qui remontent. Il est très important de comprendre que lorsque votre corps parle, il ne ment jamais. Vous venez de traverser quelque chose de traumatique. Je pèse mes mots. Vous en avez évidemment des traces, pas que la fatigue et sur le plan cognitif. C'est pourquoi je vous conseille de consulter soit psychiatre, soit psychologue. Mais c'est important d'avoir un suivi après une expérience comme celle-ci pour pouvoir justement déposer toutes les dimensions anxiogènes que vous pouvez avoir qui peuvent entraîner des troubles du sommeil, qui vont vous empêcher de résorber cette fatigue et qui vont donc maintenir des troubles cognitifs pour pouvoir vous présenter au mieux face à cette échéance qu'est la reprise professionnelle. Donc, l'idée, c'est de ne pas passer en force sur la reprise professionnelle parce que le risque, c'est ce que vous dites là, même si j'ai repris à temps partiel thérapeutique, je suis encore très fatiguée et je vais devoir m'arrêter. Oui, vous pouvez vous réarrêter, mais tout dépend. Je ne peux pas dire oui dans l'absolu. Tout dépend de vos conventions collectives, tout dépend combien de temps vous avez été arrêté.
parce que il y a donc le congé en maladie ordinaire, le CMO, puis ensuite, alors qui dure en principe 1 an, puis ensuite le CLM qui peut durer 3 ans avec 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement, et ensuite le congé longue durée, le CLD, qui peut durer 5 ans. Mais ça dépend beaucoup des entreprises dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, il faut toujours vous référer à la convention collective et aller voir s'il y a les assistantes sociales de vos entreprises qui sont les meilleurs acteurs, enfin les meilleurs professionnels pour répondre à ces questions. Mm. Euh, J'avais une question. Au tout début, on a parlé la peur du regard des autres et on n'a pas trop. Enfin, Oui, mais Corinne a il faudrait que réexpliqué. la personne qui a écrit Alors, ça développe. voilà, elle disait qu'en fait, on l'a pas reconnu. Elle a repris et on l'a Ah pas oui, reconnu. d'accord. Donc Et c'était ça oui. en fait qui n'allait pas. Et oui, la question que je voudrais vous poser, mais enfin, je vais la poser quand même, c'est qu'est-ce que ça vous a fait? Mm. Bien, alors, on ne m'a pas reconnu, évidemment, évidemment, évidemment. Ça, c'est un sujet très important parce que vous le dites souvent, je ne suis plus la même. Hein, les femmes que j'accompagne me disent, mais oui, mais je suis plus la même et je voudrais retrouver le fonctionnement antérieur. Je crois que c'est très important de se dire que il n'est pas raisonnable de vouloir c'est humain, mais pas raisonnable de vouloir retrouver le fonctionnement intérieur. C'est antérieur. C'est comme moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. C'est comme si je me disais, et c'est comme si je me berçais de l'illusion que j'allais pouvoir être comme quand j'avais 30 ans ou avant, enfin bon, peu importe. Y a une évolution hein, dans nos vies qui fait que, ben, oui, nous évoluons. Ça ne veut pas dire que nous perdons des choses, ça veut dire que nous nous transformons. Bon. Et par exemple, si je prends les capacités cognitives, ben, c'est évident que moi, à 50 ans, j'avais une mémoire d'éléphant, j'avais là. Bon, il est bien évident qu'aujourd'hui, je mesure bien que les capacités cognitives, ça va, je sucre pas encore les fraises, mais je veux dire, elles ne sont pas les mêmes que quand j'avais 30 ans. Donc, si vous voulez, c'est important de comprendre que cette étape, cette transition psychosociale, elle vous a transformé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retrouver un fonctionnement qui va vous permettre de revenir dans une normalité vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis du travail. Mais dire je voudrais être comme avant, ça, non, c'est important qu'on se le dise. Quant à l'apparence physique, oui, souvent le parcours de soins modifie cette apparence-là. Ce qui est important, c'est pas tant ce que vous renvoient les autres, mais c'est comment aujourd'hui vous arrivez, vous, à vous accepter et à vous aimer. Le chemin, la réflexion, elle est amenée de ce côté-là, parce qu'à partir du moment où vous acceptez cette transformation, entre guillemets, vous pouvez l'expliquer à l'autre. Et si l'autre vous dit, oh là là, ben oui, d'accord, je t'aurais croisé dans la rue, je t'aurais pas reconnu. Bon, d'abord, c'est une grande maladresse de la part de cet autre, mais enfin, ça, on sait que vous y êtes particulièrement exposé. C'est très maladroit, mais au-delà de ça, à partir du moment, encore une fois, où vous avez intégré votre nouvelle image du corps en globalité, vous êtes capable, vous devriez être capable d'en dire quelque chose gentiment mais clairement. En disant ben oui hein, c'est pas le cancer c'est pas comme une grippe ou une angine, c'est-à-dire on revient pas aussi rapidement euh, comme l'on était.
Hmm. J'étais en train un peu de relire ce que vous écrivez, mesdames, et sur le statut de travailleur handicapé, on a Sonia qui nous faisait cette réflexion au statut de salarié protégé, certes, mais cela freine clairement l'évolution de carrière ou les mobilités. Voilà, donc je remontais à cette Mais, réflexion. mais oui, oui, bien sûr, elle est Hmm. légitime. Ouais. Si vous voulez, il faut savoir que la RQTH, elle ne vous est pas donnée à vie. Vous obtenez une RQTH sur, ça dépend, en fonction de là où vous en êtes, ça dépend de votre état de santé global, mais vous obtenez une RQTH pour 2 ans, 4 ans, 5 ans, bon voilà. Et ensuite, ben, si vous évoluez favorablement, au bout des 5 ans, par exemple, cette RQTH, elle ne va pas être forcément renouvelée. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous obtenez à vie. Donc, pour répondre aux freins que cela représenterait pour la mobilité ou pour votre avancement de carrière, vous allez être freiné, mais le temps de retrouver vos aptitudes et vos capacités pour fonctionner, entre guillemets, normalement dans votre Hmm. environnement professionnel. Hmm. Et voilà. Mais je pense que là, enfin, on avait une question, mais je pense que c'est déjà répondu. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop dur, même si on a repris à temps partiel thérapeutique? Et qu'est-ce qu'on fait si on a utilisé, après un an en temps partiel thérapeutique, est-ce qu'il y a d'autres options, mis à part le statut dont on vient de parler de travailleur handicapé? Est-ce qu'il y a autre chose à envisager Alors, ou pas spécialement? cette personne a raison. Vous bénéficiez d'une reprise à temps partiel thérapeutique pendant 1 an. Mm. Au bout d'1 an, soit vous pouvez reprendre à temps complet, soit vous ne pouvez pas. S'offre à vous différentes options. Vous pouvez négocier avec votre employeur un 80%, mais évidemment, ça va être avec une perte de salaire. Hein, voilà. Donc, vous pouvez négocier un temps qui est plus adapté à vos capacités. Vous pouvez également, si vous n'êtes pas en mesure de reprendre à temps plein, oui, il y a une autre possibilité qui s'appelle l'invalidité. Vous pourrez retenir ce que Rachel vient d'écrire, c'est important. Oui, oui. C'est l'invalidité. Alors, l'invalidité, vous allez me dire, ah bah, quelle jolie nomination encore. Mm. C'est important, effectivement, voyez aussi, de demander la RQTH, car si ensuite, au bout de vos droits de temps partiel, c'est-à-dire 1 an, vous constatez que vous ne pouvez pas reprendre à temps plein, vous aurez la possibilité, par votre médecin traitant, qui se mettra en lien avec le médecin conseil de la CPAM, d'obtenir un rendez-vous auprès de ce médecin conseil qui statuera sur une invalidité. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance que vous ne pouvez plus retravailler à temps complet. Donc là, on a 3 possibilités. On a l'invalidité de catégorie 1, l'invalidité de catégorie 2, l'invalidité de catégorie 3. 3 étant le niveau qui qualifie la perte des aptitudes et des capacités du sujet la plus importante. Face à ces niveaux d'invalidité, vous avez des niveaux de pension qui sont différents. L'invalidité catégorie 1, vous touchez 30% des 10 meilleures années de votre parcours professionnel. L'invalidité catégorie 2, vous percevez 50% des 10 meilleures années, et l'invalidité catégorie 3, c'est 80%.
et ce jusqu'à l'âge de la retraite. Ça ne veut donc pas dire que vous ne pouvez plus travailler, ça veut dire que vous ne pouvez plus travailler à temps complet à 100%. Ensuite, vous pouvez donc, alors le médecin statue sur justement le temps sur lequel vous pouvez travailler. Donc, soit l'employeur, soit ça s'articule bien avec les besoins de l'entreprise et de l'employeur, et il peut vous maintenir dans l'entreprise toujours en statut salarié, mais travaillant à tant de pourcents, et la CPAM fait le complément. Donc il y a ça. Ensuite, si l'employeur vous dit, ben oui, je comprends bien, mais moi par contre, je ne peux pas, je n'ai rien à vous proposer sur ce temps-là. Mm. À ce moment-là, c'est la médecine du travail qui statue et qui peut poser une inaptitude médicale au poste de travail dans cette entreprise. À ce moment-là, un mois après avoir posé l'inaptitude médicale, vous êtes licencié, vous êtes rattaché à Pôle emploi, c'est plutôt Cap emploi. Si vous avez la RQTH, vous êtes suivi par un organisme qui est spécialisé sur l'accompagnement des personnes au retour à l'emploi, mais personnes porteuses de handicap. Donc ça aussi, c'est quand même mieux. Vous avez aussi la MDPH qui peut vous proposer tout un tas de choses pour retrouver ou retourner en emploi. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez faire un bilan de compétences pour voir si vous recherchez un travail à temps partiel identique à celui que vous venez de laisser ou si vous vous réorientez. Mhm. Et dans la fonction publique, quand une demande, c'est la CPAM qui Et s'occupe non, dans la de... fonction Non, publique, c'est pas la CPAM. Dans la non. fonction publique, vous avez, mais là aussi, dans la fonction publique, il y a la possibilité de négocier une rupture conventionnelle et il y a aussi par la médecine de prévention la possibilité de sortir du poste dans lequel vous êtes pour qu'on puisse vous accompagner sur un reclassement, soit dans un autre service, sur un poste qui vous conviendra mieux et sur un temps partiel. Soit vous êtes rattaché, alors ça dépend de quelle fonction publique on parle, mais soit vous êtes rattaché aussi au centre de gestion quand on est sur la fonction publique territoriale. Pour la fonction publique d'État, c'est autre chose. Alors là, c'est pareil. Pour la fonction publique, moi, je suis bien moins aguerrie et puis surtout, je suis ni assistante sociale ni juriste. Là, il faut vous rapprocher des assistantes sociales qui connaissent ça sur le bout des doigts. Mhm. Mhm. Mais sur D'accord. la fonction publique, que je me rappelle, vous avez un... alors, attendez, je reprends mes notes. Je l'avais noté là. Vous avez un... Mais là, c'est pareil. Il faut que vous ayez la reconnaissance travailleur handicapé, mais après, vous avez pour tout ce qui est fonction publique, vous avez un organisme qui s'appelle le FIPHFP, FIPHFP, auprès duquel vous pouvez vous rapprocher pour obtenir aussi des informations concernant bilan de compétences, formation et accompagnement vers des reconversions. Mais je D'accord. vous le redis, le meilleur acteur, que ce soit dans une entreprise, du privé ou du public, ce sont les assistantes sociales. D'accord. Oui, vous Est-ce- pouvez faire une demande de RQTH après une reprise professionnelle, absolument. En fonction de là où vous êtes, les territoires sont pas du tout logés à la même enseigne. Nous, à Bordeaux, vous voyez, on a quasiment, enfin Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, on a quasiment 1 an d'attente avant d'obtenir la RQTH. On a d'autres territoires où ça va prendre 3 mois. Bon, donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du délai. Donc, plus tôt vous
constituerez ce dossier, mieux vous serez protégé pour l'avenir. On ne sait pas, c'est ce que vous dites, on ne sait pas comment vous allez évoluer. Si vous n'avez pas encore repris, quand est-ce que vous pourrez? Quand vous aurez repris, comment ça va se passer, même à temps partiel thérapeutique? Parce qu'on entend bien hein, les dames là qui disent, même Mm, à temps partiel thérapeutique, c'est compliqué. Souvent mm, parce que la reprise a été rapide. ouais. Et ben, du coup, pour revenir sur ce que disait Rachel, justement, elle nous disait que le souci, c'est qu'elle avait l'impression que la fatigue, elle cessera jamais, que c'était long et du coup très culpabilisant. Hmm. Ouais. Rachel, elle a repris le travail? Il me semble, oui. Mais je vais vérifier. Mais il me semble que oui. Non, elle n'a pas repris, Ah elle dit. non, ah non. D'accord. Autant pour moi. Vous n'avez pas repris. Bon, alors, Rachel, pour toutes les personnes qui n'ont pas repris, mais même pour les autres, hein, Ouais. moi, quand j'accompagne les femmes qui ont eu un parcours de soins comme vous, je les embête avec cette question, mais parce qu'elle est fondamentale, parce que j'ai du recul sur ce qui se passe et que j'essaye de vous protéger au mieux d'une rechute, pas cancer, mais d'une rechute, je ne peux pas reprendre. Voilà, j'avais repris et je suis à nouveau arrêtée. Ça, plus vous pourrez l'éviter, mieux ça sera. On l'évite comment? Tous les jours, quand on se lève, on fait cette auto-évaluation au réveil, alors que je viens de faire ma nuit, plus ou moins bien, on est d'accord, hein, avec l'hormonal, Mm. les bouffées de chaleur, l'anxiété, les nuits, elles sont quand même plutôt agitées pendant un certain temps. Je suis à combien? Et je ne sous-évalue pas mon niveau de fatigue, c'est entre vous et vous que vous le faites. Donc, il ne s'agit pas de sous-évaluer. Je suis à combien? Et on voit si vous vous inscrivez petit à petit, puisque vous faites ça tous les jours, sur une tendance à l'amélioration, ou si ça stagne, ou si ça régresse, ou si ça fait les montagnes russes. On ne peut pas reprendre si on est au-dessus de 5. Mm. Et on peut commencer à envisager la reprise à temps partiel thérapeutique lorsqu'on est à peu près à 5 tous les jours, et ce pendant 3 semaines. Pourquoi pendant 3 semaines? Ça signifie qu'il y a une stabilisation de votre état. Ça ne veut pas dire que votre état est consolidé, mais il y a déjà une phase de stabilisation. Ensuite, il est important de consolider, donc de rajouter un mois de plus. Et ce n'est qu'après ces deux étapes-là que l'on peut se dire à peu près sereinement, allez, j'y reviens. D'accord. Bien, donc oui, ce sentiment de fatigue, on a le sentiment qu'il nous quittera jamais. Certainement, madame, parce que vous n'entendez pas encore suffisamment cette fatigue et que vous ne développez peut-être pas suffisamment de stratégies adaptées pour endiguer cette fatigue. Une des meilleures stratégies, c'est quand je suis fatiguée, il est 10 heures du matin, je me suis réveillée à 8 heures, il est 10 heures, 2 heures après, je ne tiens plus debout, je suis fatiguée. Je vais me réallonger. Alors, vous n'êtes pas obligé de revenir dans votre lit si ça vous est insupportable, mais vous allongez sur votre canapé, vous allongez, je ne sais pas où, vous pouvez vous allonger. Et vous regardez si vous endormez. Et ça, c'est pareil, je demande, moi, aux dames de relever le temps pendant lequel elles dorment sans mettre le réveil. Parce que dormir 20 minutes, qui est une fatigue normale, c'est pas pareil que dormir 2 heures ou 3 heures. Et là, 2 heures ou 3 heures, enfin, mais même 1 heure et demie, c'est le signe d'une fatigue encore très importante. Et là, il convient vraiment, vraiment de l'entendre et de le respecter. Mm.
Euh, j'ai Bettina qui disait qu'elle avait repris il y a 6 mois après 2 ans et demi d'arrêt. Et outre la fatigabilité, pardon, la mise en route, reprendre l'a aidé à être mieux psychologiquement. Oui, ah mais Mm. oui, ça c'est évident. Je suis psychologue du travail. Je sais en quoi le travail est une béquille centrale, béquille identitaire centrale pour le sujet. Ce que je dis, c'est que reprendre avant l'heure, ça n'est absolument pas, par contre, étayant Mm. pour l'identité et pour quiconque. Donc voilà, 2 ans et demi d'arrêt, peut-être que vous avez considéré, enfin, ou que vous aviez les signaux à peu près au vert pour se dire, bon, je reprends et j'espère pour vous que cette reprise s'est bien déroulée. Mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut plus travailler, loin de là, je sais, je vous dis Mm. combien le travail est important et puis voilà, vous avez une identité professionnelle, hein, donc se couper de cette identité, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Mais mon propos vise uniquement à pointer les éléments de la réalité qui vous permettent d'évaluer quand vous pouvez reprendre. D'accord. Je reviens sur une question que j'avais un peu plus haut. Sylvie, qui était en ALD depuis 1 an et qui était inscrite à Pôle emploi, elle demande si elle peut faire la demande de RQT, reconnaissance qualité de travailleur handicapé, si elle se réinscrit à Pôle emploi. Mais pour moi, ça n'a pas forcément un lien. Elle est plus inscrite à Pôle emploi? Elle est Alors, rattachée à qui? À bah, quoi? ça, je ne vois pas. Donc, dites-nous, Sylvie. Euh, elle est toujours en ALD pour le moment. Et avant, elle était inscrite à Pôle emploi. C'est tout ce que... Et pourquoi vous n'êtes plus inscrite à Pôle emploi? Parce que normalement, c'est pas parce qu'on est en ALD qu'on n'est plus Absolument. chez Pôle emploi, Donc, hein. Donc, oui, c'est important que vous soyez rattaché à Pôle emploi. Ça, c'est important. Et après, la demande de RQTH, vous pouvez la faire même si vous n'êtes pas rattaché à Pôle emploi. oui, ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas... D'accord. Oui, je suis en arrêt maladie depuis le début de mon cancer. D'accord, d'accord, Mhm. d'accord, d'accord. Mais donc la demande de RQTH, bien sûr, vous pouvez la faire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements qui vous taraudent, des peurs? Alors là, on avait Corinne qui nous parlait de d'absence de motivation, la motivation qui n'est plus là. Est-ce Enfin, on en a parlé juste avant. Et sinon, Sonia, l'ALD prend-il fin à la reprise du travail, même à mi-temps thérapeutique? Non, il y a pas de lien, non. En fait, vous pouvez être en ALD et avoir repris le travail, Hmm, ça n'a pas de lien. d'accord. Et Hum. ensuite, vous disiez, qui c'est qui parlait de quel sujet? Alors, c'est parce qu'on avait Corinne qui nous disait qu'elle n'était plus motivée pour enfin, pour le travail, hein, c'est Oui, ce que oui, je la comprends, en tout cas. motivation Voilà, n'était. la motivation. Ouais, 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 ouais. Et, Oui, alors ça c'est très important. C'est-à-dire que aussi quand il peut y avoir cette configuration, c'est-à-dire que physiquement, cognitivement, je me sens en capacité de reprendre, mais alors la motivation qui va me permettre de me lever le matin, d'aller au boulot et de faire le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, elle est plus du tout là. Bon. Là, c'est, vous voyez, typiquement la situation où moi je dis aux gens, faites un bilan de compétences sur le temps de votre arrêt de travail. Pour cela, il s'agit de se mettre en lien avec l'assistante sociale de la CPAM. Vous lui dites, voilà, vous expliquez votre parcours.
d'accord? Et vous expliquez que avant de reprendre, vous souhaiteriez faire un bilan de compétences car la motivation par rapport au travail que vous faisiez jusqu'à maintenant, elle est plus du tout présente et que vous avez besoin de revoir comment vous pouvez vous inscrire dans le monde du travail et pas forcément en reprenant votre poste parce que ça n'a plus de sens pour vous, enfin, ou en tout cas, ça ne vous mobilise plus. Le travail de bilan de compétences, il sert à ça aussi, hein. Donc, vous avez le droit, pendant votre arrêt, de faire un bilan de compétences. La CPAM valide cela, cet accord. Le médecin conseil vous donne l'autorisation de faire le bilan de compétences sur le temps de votre arrêt. Et votre médecin traitant n'est absolument pas embêté du coup pour vous prolonger le temps du bilan. Un bilan, il faut compter 3-4 mois. Voilà, donc, et vous prenez le temps de remanier comment vous pouvez au mieux penser cette question du retour à l'emploi. Mm. Ça, c'est très, très important, hein. Saisissez-vous-en. Alors, il faut être en forme aussi pour faire un bilan, hein. C'est-à-dire que si vous êtes épuisé, de toute façon, la personne vous le dira, vous êtes trop fatigué, on ne va pas pouvoir faire le bilan maintenant. Mais quand vous vous sentez en mesure de vous mobiliser, que vous avez suffisamment d'énergie, moins de troubles cognitifs parce que vous faites ces ateliers régulièrement en cogite ou autre, eh bien, ensuite, vous pouvez vous projeter dans un processus de transition professionnelle comme le bilan de compétences. Alors, j'avais Christine qui nous posait une question assez importante, je trouve. Elle vient juste de finir la radiothérapie. Elle pensait déjà à la reprise. Et elle se demande si elle doit projeter des congés si elle reprend le travail alors qu'elle doit faire une séance de kiné ou alors d'autres séances de suivi. Est-ce que c'est peut-être pas un peu trop tôt de reprendre tout de suite le travail? Ça me Je semble dirais. très très tôt, oui, avec le recul Voilà. que j'ai, je vais vous dire, c'est pas. Mm. Et en principe, d'ailleurs, ces oncologues, enfin, ou son oncologue, devrait lui dire Mm. que c'est trop tôt pour reprendre là, hein. Qu'en est-il Ouais. concrètement chez cette dame? Ouais. C'était un si je reprends le travail. Mais moi, Ah, en fait, je mettais tout de suite ah ça oui, en ah avant oui. parce que c'est vrai que Hmm. c'était quand même très tôt de tout de Oui, suite reprendre, hein. attention parce que ce que l'on remarque, c'est que à la fin, alors vous pouvez relativement bien supporter les traitements, Mm. chimio, radio, bon, et à l'arrêt des traitements, avoir un effet rebond incroyable au niveau de la fatigue, justement. Être rattrapé par une fatigue que vous n'aviez, enfin rattrapé, être prise par une, débordée par une fatigue que vous n'aviez pas vécue précédemment. Donc, j'aurais tendance à vous dire, attendez de voir quand même un petit peu comment votre corps réagit et ensuite vous verrez si vous pouvez reprendre rapidement. Ensuite, si vous voulez prendre des congés pour aller chez le kiné, non, non, je pense il y a d'autres options. Vous pouvez comment dire, j'ai perdu le fil de ma pensée, vous voyez, parce que Et- je lis en même temps les messages et oui, après, faut je pas que je vois, me mais fasse ça. c'est parce que c'est peut-être il y a pour les rendez-vous de suivi, il n'y a pas forcément besoin de poser des congés payés. C'est ça que Ah vous oui, essayez non, 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 d'expliquer. non, 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 non. En principe, si vous voulez, le temps partiel, c'est ça que je voulais dire. Le temps partiel Mm. thérapeutique vous permet de fixer vos rendez-vous chez le kiné ou autre sur les moments où vous ne travaillez pas.
Hein, ça sert à ça et c'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir à combien vous reprenez. Il faut voir avec le médecin du travail, est-ce que c'est des demi-journées? Est-ce que ce sont des journées entières? Voyez, toutes ces modalités sont très importantes à évaluer pour qu'il y ait une articulation des rendez-vous médicaux que vous devez suivre encore et le temps de travail. Donc, j'ai le cas de Véronique qui nous explique elle a eu une ablation avec reconstruction immédiate. Elle n'a pas fait de chimio ni de radiothérapie et du coup, elle se sent prête à reprendre le travail, mais son médecin lui dit que c'est trop tôt et qu'il faut compter 6 mois. Elle demande est-ce qu'une reprise d'ici 2 semaines vous semble-t-il trop tôt? 2 semaines après la reconstruction? Alors, je ne sais pas si ça fait... Non, non, c'était début juin. Début juin. D'accord, Et son d'accord. médecin lui dit qu'il faudrait compter 6 mois avant de reprendre le travail, mais elle voudrait reprendre du coup d'ici 2 semaines. Et si elle, c'est toujours pareil, hein, Mm. si vous pensez que vous n'êtes pas fatigué, que vous n'avez pas, effectivement, vous n'avez pas eu de chimio, donc pas de troubles cognitifs, comment vous dire, moi j'aurais quand même tendance à écouter votre médecin. Pourquoi votre médecin vous dit ça? Il a fait, je sais pas combien d'années d'études. Enfin, c'est comme si vous allez chez le dentiste, il vous dit là, il va falloir dévitaliser, et vous dites non, non. Comment vous dire? Ou même comme si le chirurgien ou l'oncologue, il faut opérer, non, non. C'est pareil pour moi, hein. Questionnez peut-être votre généraliste sur les raisons qui l'amènent à penser que la reprise, elle pourrait être envisagée dans 6 mois, enfin, essayer de négocier peut-être avec lui en disant, bon, écoutez, oui, je veux bien vous écouter, je veux bien que vous me reprolongiez un mois et puis je verrai au bout d'un mois si l'état est stabilisé et consolidé. Ben là, je vous dirai, écoutez, docteur, là, c'est bon, j'ai envie de reprendre. Si vous dites j'ai besoin et j'ai envie, si vous n'êtes pas dans le il faut que je dois, peut-être que le médecin l'entendra. Mais de toute manière, si vous dites au médecin du travail, et en principe c'est ce qui le convient, que votre généraliste vous dit que la reprise est trop tôt, le médecin du travail ne vous mettra pas apte à la reprise. Bon, donc, si vous voulez, c'est à vous hein, d'amener les arguments. Si vous lui dites, écoutez, je suis pas du tout fatiguée, je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de troubles cognitifs, je me sens complètement capable de reprendre. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'ils vous disent, et si vous avez une bonne tension, etc., si vous n'avez aucun signe qui montre qu'il y aurait un problème, je pense que votre médecin, à un moment donné, va vous dire, bon, ben oui, par contre, peut-être essayer de pas forcément reprendre à temps complet quand même. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire. Mm. Euh, Juste Alors peut-être non, avant. hein, j'ai vu, excusez-moi, j'ai vu le bilan de compétences, il n'est Moi, pas j'allais voir. gratuit, hein. Mm. Non, non, c'est soit votre employeur. De toute façon, si vous le faites sur votre temps de travail, la CPAM informe l'employeur. Donc, vous avez tout intérêt à demander un financement à l'employeur. Il dit oui ou il dit non. S'il dit non, vous avez votre compte personnel de formation. Et il faut savoir qu'un bilan, c'est entre 1 500 et 2 000 euros. Voilà. Mm. Je pense que, alors, il y a peut-être cette dernière question que je peux vous dire de Béatrice. C'était si on vient au travail avec une motivation ou une compétitivité qui n'est plus à la hauteur du poste tenu avant le cancer, est-ce que l'employeur peut nous licencier suite à non-atteinte des objectifs, par exemple? Vous pouvez, excusez-moi, oui, alors c'est ça. Si elle reprend et qu'elle n'est pas au même niveau de performance que ce que l'employeur veut, est-ce qu'il peut nous Ouais, licencier? ouais. Euh, Si vous êtes salarié protégé, il va avoir des difficultés, hein. Si vous êtes salarié protégé parce que vous avez la RQTH, euh,
si vous avez, parce que là, vous parlez de quelque... Ça peut pas être non plus, il peut pas faire ça pendant le temps de reprise à temps partiel, vous voyez, donc vous pouvez être protégé par la RQTH et par les 1 an comment dire, de temps partiel thérapeutique. D'accord. Donc voilà, ça veut dire que il pourra vous reconfronter éventuellement au même niveau de résultat, mais au bout des 1 an. Et puis, donc, la RQTH, vous l'aurez toujours. Donc, il pourra pas faire, enfin, ça pourra pas être aussi simple que vous le dites, hein, là. Là, Béatrice, elle n'est pas RQTH, mais je ne sais pas si Béatrice, vous avez fait un temps partiel thérapeutique, mais en tout cas, elle n'est pas travailleur handicapé. Elle peut demander, si elle a peur Mais de sans le ça, demander. vous comprenez aussi l'intérêt, hein, de demander cette Mm. RQTH. Mm. D'accord. Bah, si vous envisagez de reprendre à temps partiel, déjà, donc du coup, ça peut être une manière de se protéger, d'après ce que vous dites. Absolument, Mm. absolument. Le temps partiel, forcément, il va vous fixer des objectifs, mais il faut que ces objectifs soient réalistes avec le Ouais, plan de ouais, présence euh, évidemment. et peut-être lancer cette demande de RQTH parce que ça vous protège pour ce type d'employeur, il y en a. Mm. Bon, ben, merci pour toutes ces réponses en tout cas. Et merci, mesdames, d'avoir posé toutes ces questions parce que ça permet d'alimenter vraiment le débat. Donc, merci, mesdames. Merci, Marilyn, d'avoir répondu aux questions de toutes nos adhérentes. Avec Et plaisir. ben, je vous souhaite une très belle fin de journée à toutes et on se retrouve bientôt sur des nouveaux webinaires. Au revoir. Au revoir.